Et bonsoir et bienvenue dans ce nouveau live de Planétéo. Je suis Théo, je vous accueille ce soir sur ma planète pour un nouveau live de lecture. Et oui, ce soir, et si on lisait Émose Kame de Théophile Gautier. Ça fait 5 jours qu'on n'a pas live alors que j'avais pris un bon rythme de tous les 3 jours faire un live de lecture, tous les 3 jours faire un live de gaming, puis un jour sans rien. Je vais vous raconter un peu ce qui s'est passé ces derniers jours, il s'est passé pas mal de choses. Donc voilà, je vais un peu vous raconter tout ça. Sachez donc que si vous regardez cette vidéo sur YouTube, il s'agit d'une rediffusion d'un live qui a eu lieu previously sur Twitch. Donc si vous voulez zapper les moments où je vais passer avec, les gens dans le chat à discuter et que vous voulez vous focus sur la lecture, n'hésitez pas à vous rendre dans la description de la vidéo où se trouvent des timecodes vous permettant de naviguer à votre gré dans cette lecture. Mais tout d'abord, on ne change pas les habitudes, je vais faire une petite introduction de 15-20 minutes pour laisser le temps aux gens qui voudraient suivre la lecture en live d'arriver, et aussi un petit peu vous raconter les news de la chaîne, ce qui est en train de se passer en off, etc. Voilà un petit peu le programme de ce soir. Et du coup, j'accueille beaucoup de gens dès le début, ça fait extrêmement plaisir. Merci beaucoup à tous d'être là, ça met déjà de bonne humeur pour commencer ce live. Du coup, bonsoir Elyséum, bonsoir Mirani, bonsoir Glaeya, ça fait longtemps qu'on s'était pas vu Glaeya aussi, ça fait plaisir également. Bonsoir Fallen Angel, en fait ça me fait tous plaisir de vous voir, tous individuellement je vous apprécie, donc ça fait vraiment extrêmement plaisir de vous voir tous au rendez-vous. Merci beaucoup d'être là. Ça me touche dans mon petit cœur. Surtout qu'en plus ce soir c'est de la lecture de poésie, donc c'est une lecture un petit peu spéciale, faut l'avouer. Mais ça me rend d'autant plus jouasse de voir qu'il y a des gens qui sont chauds. Et donc comment allez-vous tous ce soir? Ouais. Bref, du coup je vais faire une petite intro tranquillou, contrairement à ce que ma dernière phrase laisse penser. J'ai quelques petites choses à vous dire. Tout d'abord, il n'y a pas eu de live il y a 2 jours. Si je dis pas de bêtises, c'était ça que je devais faire. Donc il n'y a pas eu de live, j'ai dû l'annuler en plus au dernier moment. Tout simplement parce que, en gros, il y a 3 jours, j'ai eu un énorme crash de mon PC. J'ai eu très peur d'avoir tout perdu. Tout perdu dans le sens certaines données que j'avais sur mon PC, et aussi de me dire que pour quelque temps j'avais peut-être galéré pour la plupart de mes projets, vu que la plupart de mes projets se passent sur ordinateur. Donc du coup j'ai eu une grosse flip, il y a eu un rollback de mon PC qui a duré pendant plusieurs heures, etc. Donc j'ai vraiment flippé. Puis je me suis absenté une journée pour une fête familiale, et je suis rentré tout juste pour faire le live, je mets en route le live, et là mon PC rame, mais un truc de déglingo, genre j'ai mis 15-20 minutes à l'allumer alors que d'habitude il s'allume relativement vite. En fait, le truc qui est très bizarre, c'est que mon PC fonctionne tout à fait classiquement, et juste une fois de temps en temps que je clique sur un logiciel, le logiciel ne va plus répondre, va freeze, alors que tout le reste fonctionne. Et je ne me l'explique pas, sauf que ça fait des gros bugs qui durent bien longtemps et qui sont assez récurrents. Donc clairement c'est juste impraticable, et c'est pour ça que j'ai annulé les lives jusqu'à nouvel ordre, on va dire, dans le sens où c'était juste... Je pense que le logiciel de live aurait lagué, tous les jeux vidéo lag puissance 1000, encore maintenant il y en a quelques-uns, donc je sais pas si je vais pouvoir continuer les lives sur Wokfu, je croise les doigts, on fera le test demain. Le live de lecture, je pense que ça devrait passer, parce que c'est pas ce qui demande le plus de ressources pour mon PC, donc je pense que ça devrait plutôt bien passer. Et sinon, voilà, c'est un peu là où j'en suis, et je tiens à faire un coucou tout spécial et un merci tout spécial à Wakina. N'hésitez pas à aller voir un peu son travail sur Twitter, elle a posté un dessin notamment récemment, et du coup, Wakina Jush, sur Twitter, vous la trouverez, W-A-K-Y-N-A, plus loin, J-U-S-H. Et donc Wakina, elle passe souvent sur les lives de toute manière.
Eh bien, comme quoi les lives, ça a une grande utilité puisque vraiment on se fait une petite communauté d'amis et c'est super sympa. Et du coup, Wakina, dans sa grande bonté, m'a aidé pendant des heures et des heures à un peu nettoyer mon PC, à changer quelques paramètres de mon PC pour essayer de le rendre plus performant, etc., etc. Donc juste, je te dirais jamais assez merci parce que vraiment j'étais en PLS, j'étais en mode ok, je vais devoir me racheter un PC, j'ai vraiment pas les finances pour, etc. Et au final, pour le moment, il tient bon. Donc on va essayer de le faire tenir le plus longtemps possible. Mais rien que là, ça relève du miracle et je suis très heureux. Donc, on dit tous merci à Wakina, c'est grâce à elle que je peux live ce soir. Merci Wakina. La suite de cette introduction. J'essaie de me dépêcher tout simplement parce que je sais que j'ai beaucoup de choses à vous dire et que j'ai pas envie de faire des introductions à rallonge non plus. Donc, autre chose que j'ai à vous dire, je devais vous faire entre guillemets le compte rendu de ma lecture sur les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire de Lemony Snicket avec le tome 2, le laboratoire au serpent. Je devais vous en faire le compte rendu tout simplement parce que je vous avais fait le compte rendu du tome 1 grosso modo et j'ai pu finir le tome 2 la semaine passée si je dis pas de bêtises, donc j'avais pas eu de live de lecture depuis les aventures de Pinocchio. Donc voilà, je vous en parle seulement maintenant. Mais je peux vous dire que là où le tome 1 des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire m'avait beaucoup déçu par rapport à ce que j'en attendais du film et de ce que je savais de cette saga, le tome 2 m'a beaucoup plu. Enfin, m'a beaucoup plu. En tout cas, m'a plu bien davantage. Je dirais pas que ça le classe directement dans ma saga ou dans mes romans favoris. Loin de là, je pense même. Mais ça devient plus intéressant à mon goût, ça devient plus sympa, il y a plus de pression et il y a plus ce côté... je trouve on reconnaît plus le style Lemony Snicket qui a essayé d'être importé dans le film avec Jim Carrey notamment, ou dans la série avec Neil Patrick Harris que j'ai pas regardé parce que la bande-annonce m'a pas donné envie, mais bon bref. Il y a beaucoup plus cette patte qu'on peut s'imaginer de Lemony Snicket. Par exemple, un truc tout con mais qui moi me fait vraiment triper et que je trouve vraiment intéressant en termes de style tout simplement. Par exemple, il y a un moment où pour signifier à quel point un personnage est comment dire, dans la perdition de sa décision, je crois qu'il y a 2 ou 3 pages avec le même mot écrit à l'infini en mode vous voyez, j'appuie vraiment sur le fait que ce personnage est dans une situation de détresse intense. Et c'est des petits tricks de style qui me plaisent beaucoup personnellement. On retrouve beaucoup plus le narrateur qui va intervenir dans la lecture pour vous dire « Ah écoutez, cher lecteur, je vous préviens, le chapitre qui va suivre est vraiment des plus déplaisants à lire. Aussi, je vous inviterai plutôt à arrêter cette lecture et à passer une bonne nuit, à faire de beaux rêves. » Ce genre de choses. J'aime beaucoup ce ton qu'emprunte Lemony Snicket. Donc du coup, voilà. Pour moi, le laboratoire au serpent, avec l'oncle Montgomery, est bien mieux que le tome 1. Donc, j'avais acheté le tome 2 un peu pour lui donner sa chance, et je pense que je vais acheter le tome 3. Donc voilà, peut-être que je vous en ferai également un compte rendu un de ces jours, je sais pas quand je l'achèterai. Mais c'est en bonne passe pour que j'achète le tome 3 et que je continue la série. Voilou, je vous en reparlerai si c'est le cas. Je pense avoir fait un bon débunkage de ce que j'avais à vous dire déjà dans un premier temps. Oui, encore une chose, alors en ce moment, vous avez vu sur les réseaux sociaux, je me suis fait un grand tableau où j'ai écrit tous mes projets, toutes mes envies, tous mes rêves, et où j'essaie un peu d'organiser de manière, comment dire, je dirais de manière passionnée, dans le sens où j'essaie de tout mettre à disposition, et une fois que tout est à disposition, je peux choisir ce que je fais de manière... en vraiment respectant mes envies un maximum. Donc, et je partage bien envie et tentation, parce que c'est beaucoup plus facile de succomber à la tentation que de vraiment réaliser ses envies. Bref, ça je vous en parlerai d'ailleurs dans des textes plus tard, mais toujours est-il que j'ai pu ces derniers temps beaucoup m'exercer à la musique et j'espère vraiment pouvoir vous proposer des lives musicaux un de ces jours parce que c'est vraiment ce qui me ferait délirer. C'est juste que pour le moment je trouve pas que j'ai encore le niveau suffisant. J'ai commencé à jouer de la guitare il y a peu de temps, donc je pense qu'il va falloir encore que je taffe pas mal pour avoir le niveau et que je puisse chanter en même temps, ce qui est compliqué. Mais bon, ça arrivera un de ces jours, je l'espère. En tout cas, je vous le redis, ça faisait longtemps que je vous avais pas teasé là-dessus. En tout cas, j'y travaille.
Du coup, justement, concernant cette envie-tentation, là où je fais une grosse différence entre ces deux mots, j'en parle dans un texte qui est dans mon recueil de poèmes Pouce, le recueil de poèmes Pouce que j'ai terminé d'écrire, terminé de publier plutôt, sur Wattpad ces derniers jours, il y a de cela 2 ou 3 jours je crois. Donc voilà, tout est disponible sur Wattpad, c'est en 29 parties, 29 poèmes. Donc voilà, si ça vous intéresse de lire un recueil de poèmes que j'ai écrit moi-même, n'hésitez pas à vous rendre sur le Wattpad, Plan et Théo, et recueil de poèmes dont le titre est Pouce. Je sais pas si je réécrirai de la poésie dans les temps à venir, ou même si j'en réécrirai un jour, à vrai dire, dans le sens où j'ai l'impression d'être arrivé au bout de ce que je pouvais. Enfin, c'est bizarre à dire, mais en gros, j'ai l'impression d'être arrivé à la fin d'une ère, et aussi d'une phase personnelle. C'est un peu compliqué, je vous expliquerai ça plus en détail dans un live qui sera dédié au recueil de nouvelles Pouce, de poèmes Pouce. Mais en gros, c'est aussi très lié à une phase de ma vie. Et du coup, dans ma tête, c'est un peu la phase de ma vie à laquelle je fais référence est terminée. Donc la phase poésie est terminée. Enfin, c'est un peu bizarre. Même si j'ai eu quelques idées de ci de là en vacances, de quel poème je pourrais écrire ensuite. Mais bon, pour le moment, je pense que je vais pas écrire de la poésie tout de suite. Peut-être un jour ça reviendra. En tout cas, il y aura très certainement d'autres écrits, ça c'est sûr à 100%. Mais pour le moment, ça sera un peu en pause de ce côté-là. Et je vous lirai, comme c'était prévu, ce recueil en live dans quelques temps, puisque ce soir on va déjà lire de la poésie avec Emo Zekame de Théophile Gautier. Du coup, je vais pas enchaîner 2 fois de la poésie, j'aime bien varier un peu les lectures. Donc là, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse Emo Zekame de Théophile Gautier ce soir et dans un prochain live. Je pense qu'en 2 lives, on peut largement terminer. Ensuite, on partira sur les Diaboliques de Barbé d'Aurevilly, je pense. À savoir que les Diaboliques de Barbé d'Aurevilly sont un recueil de nouvelles dont on a déjà lu les 3 premières nouvelles il y a quasiment 2 ans. Donc je trouve ça marrant parce que c'est la seule œuvre que j'avais arrêtée en cours de route. Et là, le temps a suffisamment passé sous les ponts pour que j'ai à nouveau l'envie de lire ce recueil et ces nouvelles. Donc, on continuera avec les 3 nouvelles suivantes, les 3 dernières, et on se terminera les Diaboliques. Et une fois qu'on aura fait donc Emo Zekame et les Diaboliques, je pense qu'on lira le recueil de poèmes que j'ai écrit, Pouce. Et ensuite, il va falloir que je me mette à acheter des bouquins, parce que sinon j'en aurai plus pour les lectures. Les prochains, déjà dans la liste de ceux que vous m'avez dit apprécier ou vouloir, etc. Déjà, il y aura Cro-Blanc. Il y aura le second livre de la jungle sans doute. Et ben, je crois que c'est à peu près tout. Donc si vous avez des idées, si vous avez des propositions, des suggestions, n'hésitez vraiment pas. Parce que ben, tout simplement, j'ai commencé à être un peu à court d'idées. J'aimerais lire aussi du contrat social de Rousseau. Oula, je dis une bêtise ou je dis pas une bêtise? Non, c'est de Rousseau. J'aimerais lire du contrat social de Rousseau. Mais c'est très très particulier comme lecture, puisque c'est une lecture philosophique, voire politique, et du coup, je pense que déjà ça peut ennuyer pas mal de gens, et en plus, j'ai une peur assez importante que certains viewers puissent penser que, vu que je lis ces textes politiques ou philosophiques, je m'approprie leurs idées, et je pense tout ce dont je vais dire. Tout ce que je vais dire, tout ce que je vais lire plutôt. Donc j'ai pas envie que cela arrive. Donc du coup je me tâte un peu, ça fait quelques temps que je me tâte à lire ce texte en fait. Surtout que je pense qu'il va être un petit peu complexe à comprendre à l'oral, peut-être un peu indigeste vu que c'est de la philosophie. On verra, mais en tout cas c'est une piste. Si cela vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire. Et si vous avez d'autres idées, comme je le disais auparavant, n'hésitez pas à me suggérer, à me faire des propositions dans les commentaires sur YouTube, en message privé sur le Discord, sur Facebook, peu importe. N'hésitez pas. Et nous accueillons Wakina avec la clameur générale. Ouais, Wakina, ouais. Bah du coup, Wakina, maintenant que tu es arrivé, je te répète vite fait, mais grosso modo, je te remerciais tout simplement de m'avoir aidé à réparer mon PC. Un énorme merci, tout le monde te dit merci Waki. Ça fait extrêmement plaisir et pour le moment, ça se passe plutôt bien. Donc on est bien content. Je viens de voir un follow, le Noob Création
qui nous a follow. Merci pour le follow, le Noob Création, ça fait plaisir. Bienvenue parmi nous. N'hésite pas à parler avec tout le monde si tu en as envie. Tu n'es pas obligé, bien entendu. Mais bon, t'inquiète, ils sont gentils dans le chat, y a pas de souci normalement. Et sur ce, Wakina distribue des cookies à tout le monde. Je vous invite à prendre à manger, à prendre les cookies, à prendre de la boisson et à vous installer tranquillement. On va se détendre, on va commencer la lecture assez rapidement maintenant. Santé à tous. En vrai, ça m'avait manqué. Genre, j'ai loupé 2 jours de live et ça m'avait manqué. Je suis vraiment dans une phase où j'ai beaucoup envie de live et beaucoup envie de lire avec vous et de partager avec vous. Et donc, nous allons commencer dès ce soir avec Emos et Kame, un recueil de poésie de Théophile Gautier. Je n'ai jamais lu de Théophile Gautier de ma vie. C'est le 4e poète qu'on va lire ensemble, puisqu'on avait déjà lu Baudelaire, on avait déjà lu Rimbaud, on avait déjà lu Paul Verlaine. Et donc ce soir, on va enchaîner avec Théophile Gautier. Je sais pas du tout à quoi m'attendre. J'ai lu quelques poèmes de ci de là en préparation de ces lives. Je vais pas vous dire ce que j'en ai pensé pour le moment, pour pas vous influencer, pour pas que vous voyez la lecture et les textes d'une manière qui serait biaisée par mon avis. Mais tout simplement, je vais vous laisser découvrir. Ce soir, on va lire environ... Alors attendez, c'était... J'ai repéré ça plus tôt dans la journée. Mince, c'est lequel le dernier? Aïe aïe aïe, ça y est, je me suis perdu. C'était... Voilà. Nous allons lire jusqu'à Fantaisie d'hiver. Enfin, le dernier qu'on va lire, ça sera Lied. Donc du coup, je pense qu'on dit Lied d'ailleurs. L-I-E-D. Ouais, si, je crois que c'est ça. Un Lied allemand, genre c'est un chant... c'est un chant... Enfin bon, j'en reparlerai tout à l'heure. Bref. Du coup, on va lire jusqu'à Lied. Donc on va lire une 60aine de pages. Je pense que je vais faire 2 fois 30 pages, grosso modo. Donc, comme pour les lives habituels, je vais faire des pauses dans ma lecture. Sinon, je ne vous répondrai pas dans le chat de manière à être fluide au maximum. Vu que c'est de la poésie, c'est un peu spécifique puisque il y aura des pauses fréquentes. Du coup, pour pas faire des pauses trop fréquentes, je lirai un poème, je laisserai une pause de 3-4 secondes, je lirai un second poème, et ainsi de suite. Donc là, nous allons lire... alors, j'avais repéré... Nous allons lire jusqu'à la fin du poème Contralto. Donc ça nous fait déjà, je crois, une petite dizaine de poèmes, ça va déjà être pas mal. Sur ce, j'en dis pas plus, j'arrête de tergiverser. C'était juste pour me repérer, pour être sûr d'être bon dans ma lecture. Enfin, d'être performant, je vais essayer. Et on va partir... Eh bien c'est pas grave Fallen Angel, merci d'être passé faire un coucou, ça fait déjà plaisir. Et puis bonne journée à toi, bonne journée, puisque vu que tu es au Québec, ça doit pas être encore le soir, non ce n'est pas encore le soir. Donc bonne fin de journée à toi Fallen Angel, merci d'être passé. Sur ce, nous sommes partis pour la lecture. En vrai je suis méga hypé, genre ce soir, je sais pas, ça me fait trop plaisir de revenir en live là. Du coup, on se lance sans plus attendre. J'ai déjà fait une intro bien trop longue. Et je vous souhaite à tous une bonne écoute. Je sais pas si j'arriverai à tous vous resituer. Bonne écoute Elysium, bonne écoute Fallen Angel qui est parti. Bah, bonne écoute parce que tu vas regarder la rediffusion, je le sais. Bonne écoute Wakina, bonne écoute Mirani, bonne écoute Glaeya. Bonne écoute... c'était quoi ton pseudo? Le Noob Création. Et puis bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en rediffusion sur YouTube. Je vous dis à tout à l'heure pour la pause. Emos et Kame. Préface. Pendant les guerres de l'Empire, Goethe, au bruit du canon brutal, fit le divan occidental, fraîche oasis où l'art respire. Pour Nissami, quittant Shakespeare, il se parfuma de Cantal, et sur un maître oriental nota le chant Kudhud soupir. Comme Goethe sur son divan avait marre s'isoler des choses, et d'Aphise effeuiller les roses, sans prendre garde à l'ouragan qui fouettait mes vitres fermées, moi, j'ai fait Emos et Kame. Affinité secrète. Madrigal panthéiste.
Dans le fronton d'un temple antique, 2 blocs de marbre ont 3000 ans sur le fond bleu du ciel attique juxtaposé leurs rêves blancs. Dans la même nacre figée, larmes des flots pleurant vénus, 2 perles au gouffre plongées se sont dit des mots inconnus. Au frais généralif éclose, sous le jet d'eau toujours en pleurs, du temps de Boabdil, 2 roses ensemble ont fait jaser leurs fleurs. Sur les coupoles de Venise, 2 ramiers blancs aux pieds rosés, au nid où l'amour s'éternise un soir de mai se sont posés. Marbre, perle, rose, colombe, tout se dissout, tout se détruit. La perle fond, le marbre tombe, la fleur se fane et l'oiseau fuit. En se quittant, chaque parcelle s'en va dans le creuset profond grossir la pâte universelle faite des formes que Dieu fond. Par de lentes métamorphoses, les marbres blancs en blanche chair, les fleurs roses en lèvres roses se refont dans des corps divers. Les ramiers de nouveau roucoulent au cœur de 2 jeunes amants, et les perles en dents se moulent pour les crins des rires charmants. De là naissent ces sympathies aux impérieuses douceurs, par qui les âmes averties partout se reconnaissent sœurs. Docile à l'appel d'un arôme, d'un rayon ou d'une couleur, l'atome vole vers l'atome comme l'abeille vers la fleur. L'on se souvient des rêveries sur le fronton ou dans la mer, des conversations fleuries près de la fontaine aux flots clairs, des baisers et des frissons d'ailes sur les dômes aux boules d'or, et les molécules fidèles se cherchent et s'aiment encore. L'amour oublié se réveille, le passé vaguement renaît, la fleur sur la bouche vermeille se respire et se reconnaît. Dans la nacre où le rire brille, la perle revoit sa blancheur, sur une peau de jeune fille le marbre ému sent sa fraîcheur. Le ramier trouve une voix douce, écho de son gémissement, de résistance s'émousse et l'inconnu devient l'amant. Vous devant qui je brûle et tremble, quel flot, quel fronton, quel rosier, quel dôme nous connut ensemble, perle ou marbre, fleur ou ramier. Le poème de la femme, marbre de Paros. Un jour, au doux rêveur qu'il aime, en train de montrer ses trésors, elle voulut lire un poème, le poème de son beau corps. D'abord, superbe et triomphante, elle vint en grand apparat, traînant avec des airs d'infante un flot de velours nacara. Telle qu'au rebord de sa loge, elle brille aux Italiens, écoutant passer son éloge dans les chants des musiciens. Ensuite, en sa verve d'artiste, laissant tomber l'épée velours, dans un nuage de batiste, elle ébaucha ses fiers contours. Glissant de l'épaule à la hanche, la chemise aux plis nonchalants, comme une tourterelle blanche vint s'abattre sur ses pieds blancs. Pour rappel ou pour Cléomène, elle semblait marbre de chair, en Vénus anadyomène, posée nue au bord de la mer. De grosses perles de Venise roulaient au lieu de gouttes d'eau, grains laiteux qu'un rayon irise sur le frais satin de sa peau. Oh, quelle ravissante chose, dans sa divine nudité, avec les strophes de ses poses chanter cet hymne de beauté. Comme les flots baisant le sable sous la lune aux tremblants rayons, sa grâce était intarissable en molles ondulations. Mais bientôt, las d'ardent antique, de Phidias et de Vénus, dans une autre stance plastique, elle groupe ses charmes nus. Sur un tapis de cachemire, c'est la sultane du sérail, rien au miroir qui l'admire avec un rire de corail. La géorgienne indolente, avec son souple narguilé, étalant sa hanche opulente, un pied sous l'autre replié, et comme l'odalisque d'Ingres, de ses reins cambrant les rondeurs en dépit des vertus malingres, en dépit des maigres pudeurs. Paresseuse odalisque arrière, voici le tableau dans son jour, le diamant dans sa lumière, voici la beauté dans l'amour. Sa tête penche et se renverse, haletante, dressant les seins au bras du rêve qui la berce, elle tombe sur ses coussins. Ses paupières battent des ailes sur leur globe d'argent bruni, et l'on voit monter ses prunelles dans la nacre de l'infini. D'un linceul de point d'Angleterre que l'on recouvre sa beauté, l'extase l'a prise à la terre, elle est morte de volupté. Que les violettes de Parme, au lieu des tristes fleurs des morts, où chaque perle est une larme, pleurent en bouquet sur son corps, et que mollement on la pose sur son lit, tombeau blanc et doux, où le poète à la nuit close ira prier à 2 genoux. Étude de main. 1. Imperia. Chez un sculpteur moulé en plâtre, j'ai vu l'autre jour une main d'Aspasie ou de Cléopâtre, pur fragment d'un chef-d'œuvre humain. Sous le baiser neigeux saisi comme un lys par l'aube argentée, comme une blanche poésie, s'épanouissait sa beauté. Dans l'éclat de sa pâleur mate, elle étalait sur le velours son élégance délicate et ses doigts fins aux anneaux lourds. Une cambrure florentine, avec un bel air de fierté, faisait, en ligne serpentine, onduler son pouce écarté.
A-t-elle joué dans les boucles des cheveux lustrés de Don Juan, ou sur son cafetan d'escarboucle peignait la barbe du sultan? Et tenue, courtisane ou reine, entre ses doigts si bien sculptés, le sceptre de la souveraine ou le sceptre des voluptés? Elle a dû, nerveuse et mignonne, souvent s'appuyer sur le col et sur la croupe de lionne de sa chimère prise au vol. Impériale fantaisie, amour des somptuosités, voluptueuse frénésie, rêve d'impossibilité, romans extravagants, poèmes de hachiche et de vin du Rhin, courses folles dans les bohèmes sur le dos des coursiers sans frein. On voit tout cela dans les lignes de cette paume, livre blanc, où Vénus a tracé des signes que l'amour ne lit qu'en tremblant. 2. Lacenaire. Pour contraste, la main coupée de Lacenaire l'assassin, dans des baumes puissants trempés, posait auprès sur un coussin. Curiosité dépravée. J'ai touché, malgré mes dégoûts, du supplice encore mal lavé cette chair froide ou du verrou. Momifiée et toute jaune comme la main d'un pharaon, elle allonge ses doigts de faune crispés par la tentation. Un prurit d'or et de chair vive semble titiller de ses doigts l'immobilité convulsive et les tordre, comme autrefois. Tous les vices avec leurs griffes ont, dans les plis de cette peau, tracé d'affreux hiéroglyphes lus couramment par le bourreau. On y voit les œuvres mauvaises, écrites en fauve sillon, et les brûlures des fournaises où bouillent les corruptions, les débauches dans les caprés, des tripots et des lupanards, de vins et de sang diaprés comme l'ennui des vieux Césars. En même temps, molle et féroce, sa forme a pour l'observateur je ne sais quelle grâce atroce, la grâce du gladiateur. Criminelle aristocratie, par la varlope où le marteau sa pulpe n'est pas endurcie, car son outil fut un couteau. Saint Calus du travail honnête, on y cherche en vain votre sceau. Vrai meurtrier et faux poète, il fut le Manfred du ruisseau. Variation sur le carnaval de Venise. 1. Dans la rue. Il est un vieil air populaire par tous les violons raclés, aux abois des chiens en colère par tous les orgues nasillés. Les tabatières à musique l'ont sur leur répertoire inscrit. Pour les serins, il est classique, et ma grand-mère enfant l'a pris. Sur cet air, piston, clarinette, dans les bals aux poudreux berceaux, font sauter commis et grisette, et de leur nid fuir les oiseaux. La guinguette, sous sa tonnelle de houblon et de chèvrefeuille, fête en braillant la ritournelle, le gai dimanche et l'argenteuil. L'aveugle au basson qui pleurniche, l'écorche en se trompant de doigts. La sébile aux dents, son caniche, près de lui le grogne à mi-voix. Et les petites guitaristes, maigres sous leurs mains se tartant, le glapissent de leurs voix tristes aux tables des cafés chantants. Paganini, le fantastique, un soir, comme avec un crochet, a ramassé le thème antique du bout de son divin archer, et brodant la gaze fanée que l'oripeau rougit encore, fait sur la phrase dédaignée courir ses arabesques d'or. 2. Sur les lagunes. Trala, trala, la la l'air. Qui ne connaît pas ce motif? À nos mamans il a su plaire, tendre et gai, moqueur et plaintif. L'air du carnaval de Venise, sur les canaux jadis chantés, et qu'un soupir de folle brise dans le balai a transporté. Il me semble, quand on le joue, voir glisser dans son bleu sillon une gondole avec sa proue faite en manche de violon. Sur une gamme chromatique, le sein de perles ruisselant, la Vénus de l'Adriatique sort de l'eau son corps rose et blanc. Les dômes sur l'azur des ondes, suivant la phrase au pur contour, s'enflent comme des gorges rondes que soulève un soupir d'amour. L'esquif aborde et me dépose, jetant son amarre au pilier, devant une façade rose sur le marbre d'un escalier. Avec ses palais, ses gondoles, ses mascarades sur la mer, ses doux chagrins, ses gaietés folles, tout Venise vit dans cet air. Une frêle corde qui vibre refait sur un pizzicato, comme autrefois joyeuse et libre, la ville de Canaletto. 3. Carnaval. Venise pour le bal s'habille. De paillettes tout étoilées, scintille, fourmille et babille le carnaval bariolé. Arlequin, nègre par son masque, serpent par ses mille couleurs, rosse d'une note fantasque, Cassandre son souffre-douleur. Battant de l'aile avec sa manche comme un pingouin sur un écueil, le blanc Pierrot par une blanche passe la tête et cligne l'œil. Le docteur Bollonais rabâche avec la basse au son traîné. Polichinelle qui se fâche se trouve une croche pour nez. Heurtant Trivelin qui se mouche avec un tri extravagant, à Colombine Scaramouche rend son éventail ou son gant. Sur une cadence se glisse un domino, ne laissant voir qu'un malin regard en coulisses, aux paupières de satin noir. Ah, fine barbe de dentelle, que fait voler un souffle pur, cet arpège m'a dit, c'est elle, malgré tes réseaux, j'en suis sûr, et j'ai reconnu rose et fraîche, sous l'affreux profil de carton, sa lèvre au fin duvet de pêche, et la mouche de son menton.
4. Clair de lune sentimentale. À travers la folle risée que Saint-Marc renvoie au lido, une gamme monte en fusée, comme au clair de lune un jet d'eau. À l'air qui jase d'un ton bouffe et secoue au vent ses grelots, un regret ramier qu'on étouffe par instant mêle ses sanglots. Au loin, dans la brume sonore, comme un rêve presque effacé, j'ai revu, pâle et triste encore, mon vieil amour de l'an passé. Mon âme en pleurs s'est souvenue de l'avril où, guettant au bois la violette à sa venue, sous l'herbe nous mêlions nos doigts. Cette note de chanterelle, vibrant comme l'harmonica, c'est la voix enfantine et grêle, flèche d'argent qui me piqua. Le son en est si faux, si tendre, si moqueur, si doux, si cruel, si froid, si brûlant, qu'à l'entendre on ressent un plaisir mortel. Et que mon cœur, comme la voûte dont l'eau pleure dans un bassin, laisse tomber goutte par goutte ses larmes rouges dans mon sein. Jovial et mélancolique, ah, vieux thème du carnaval, où le rire aux larmes réplique que ton charme m'a fait de mal. Symphonie en blanc majeur. De leur col blanc courbant les lignes, on voit dans les contes du Nord sur le vieux Rhin des fameux cygnes nager en chantant près du bord, ou, suspendant à quelques branches le plumage qui les revêt, faire luire leur peau plus blanche que la neige de leur duvet. De ces femmes, il en est une, qui chez nous descend quelquefois, blanche comme le clair de lune, sur les glaciers dans les cieux froids. Conviant la vue enivrée de sa boréale fraîcheur à des régales de chair nacrée, à des débauches de blancheur, son sein, neige moulée en globe contre les camélias blancs, et le blanc satin de sa robe soutient des combats insolents. Dans ces grandes batailles blanches, satins et fleurs ont le dessous, et, sans demander leur revanche, jaunissent comme des jaloux. Sur les blancheurs de son épaule, Paros au grain éblouissant, comme dans une nuit du pôle, un givre invisible descend. De quel mica de neige vierge, de quelle moelle de roseau, de quelle hostie et de quel cierge a-t-on fait le blanc de sa peau? A-t-on pris la goutte lactée, tachant l'azur du ciel d'hiver, le lys à la pulpe argentée, la blanche écume de la mer, le marbre blanc, chair froide et pâle, où vivent les divinités, l'argent mat, la laiteuse opale qu'irise de vagues clartés, l'ivoire, où ses mains ont des ailes, et comme des papillons blancs sur la pointe des notes frêles suspendent leurs baisers tremblants, l'hermine, vierge de souillure, qui, pour abriter leurs frissons, ouate de sa blanche fourrure les épaules et les blasons, le fif argent aux fleurs fantasques dont les vitraux sont ramagés, les blanches dentelles des vasques pleurent de l'ondine en l'air figé, l'aubépine de mai, qui plie sous les blancs frimas de ses fleurs, l'albâtre où la mélancolie aime à retrouver ses pâleurs, le duvet blanc de la colombe neigeant sur les toits du manoir et la stalactite qui tombe, l'arme blanche de l'entre-noir. Des Groenland et des Norvèges vient-elle avec Séraphita? Est-ce la Madone des neiges, un sphinx blanc que l'hiver sculpta, sphinx enterré par l'avalanche, gardien des glaciers étoilés, et qui, sous sa poitrine blanche, cache de blancs secrets gelés? Sous la glace où calme il repose, oh, qui pourra fondre ce cœur? Oh, qui pourra mettre un ton rose dans cette implacable blancheur? Coquetterie posthume. Quand je mourrai, que l'on me mette avant de clouer mon cercueil un peu de rouge à la pommette, un peu de noir au bord de l'œil. Car je veux dans ma bière close comme le soir de son aveu, rester éternellement rose, avec du col sous mon œil bleu. Pas de suaire en toile fine, mais drapez-moi dans les plis blancs de ma robe de mousseline, de ma robe à 13 volants. C'est ma parure préférée. Je la portais quand je lui plut. Son premier regard l'a sacrée, et depuis je ne la mis plus. Posez-moi sans jaune immortel, sans coussin de larmes brodées, sur mon oreiller de dentelle de ma chevelure inondée. Cet oreiller, dans les nuits folles, a vu dormir nos fronts unis, et sous le drap noir des gondoles compter nos baisers infinis. Entre mes mains de cire pâle que la prière réunit, tournait ce chapelet d'opale par le pape à Rome béni. Je l'égrainerai dans la couche d'où nul encore ne s'est levé. Sa bouche en a dit sur ma bouche, chaque pater et chaque ave. Diamant du cœur. Tout amoureux de sa maîtresse, sur son cœur ou dans son tiroir, possède un gage qu'il caresse au jour de regret ou d'espoir. L'un, d'une chevelure noire, par un sourire encouragé, a pris une boucle que moire un reflet bleu d'ailes de jet. L'autre a, sur un cou blanc qui ploie, coupé par derrière un flocon retorse et fin comme la soie que l'on dévide du cocon. Un troisième, au fond d'une boîte, reliquaire du souvenir, cache un gant blanc, de forme étroite, où nulle main ne peut tenir.
Cet autre, pour s'en faire un charme, dans un sachet d'un chiffre orné, coud des violettes de Parme, frais cadeau qu'on reprend fané. Celui-ci baise la pantoufle que Cendrillon perdit un soir, et celui-ci conserve un souffle dans la barbe d'un masque noir. Moi, je n'ai ni boucle lustrée, ni gants, ni bouquet, ni souliers, mais je garde, empreinte adorée, une larme sur un papier. Pure rosée, unique goutte, d'un ciel d'azur tombé un jour, joyau sans prix, perle dissoute dans la coupe de mon amour. Et pour moi, cette obscure tache reluit comme un écrin d'ophir, et du vélin bleu se détache, diamant éclos un saphir. Cette larme, qui fait ma joie, roula, trésor inespéré, sur un de mes vers qu'elle noie d'un œil qui n'a jamais pleuré. Premier sourire du printemps. Tandis qu'à leurs œuvres perverses les hommes courent haletants, Mars qui rit malgré les averses prépare en secret le printemps. Pour les petites pâquerettes, sournoisement lorsque tout dort, il repasse des collerettes et cisèle des boutons d'or. Dans le verger et dans la vigne, il s'en va, furtif perruquier, avec une houppe de cygne, poudrée à frimas l'amandier. La nature au lit se repose. Lui descend au jardin sec désert et lasse les boutons de rose dans leur corset de velours vert. Tout en composant des solfèges qu'au merle il siffle à mi-voix, il sème auprès les personnages et les violettes au bois. Sur le cresson de la fontaine, où le cerf boit l'oreille au guet, et de sa main cachée il égrène les grelots d'argent du muguet. Sous l'herbe, pour que tu l'accueilles, il met la fraise au teint vermeil, et te tresse un chapeau de feuilles pour te garantir du soleil. Puis, lorsque sa besogne est faite, et que son règne va finir, au seuil d'avril tournant la tête, il dit « Printemps, tu peux venir ». Et c'est la fin de cette première partie de lecture de ce soir, les amis. On se marque une petite pause. Et du coup, je vois que le Noob Création a osé parler dans le chat. Ouais, merci le Noob Création d'avoir follow et merci de faire un petit coucou, ça fait toujours plaisir. Je vais lire un peu ce qui s'est dit dans le chat. Je vois également que Princess Crow est passé faire un petit coucou. Alors je sais pas si tu es encore là du coup Princess Crow, mais en tout cas, merci beaucoup d'être passé Princess Crow. Même si ce n'est que pour dire coucou, ça fait toujours très très plaisir de voir que des gens viennent faire coucou justement. C'est en mode... Enfin j'aime bien cet esprit bande. Donc merci beaucoup, ça fait extrêmement plaisir. Ouais, je vois que vous avez été gentils les uns envers les autres, ça c'est super gentil. Wakina, mon chat joue avec Plapla. Mais non, mais arrête de m'appeler Plapla, Waki. Enfin non, comme je l'avais dit un jour, au moins je sais que quand on m'appelle Plapla, c'est Waki, du coup ça me fait plaisir. Il met des coups de patte sur l'écran à cause des pages qui bougent en bas de l'écran. Ah oui, d'accord. C'est full con un chat quand même. Et du coup, Mirani, qui nous fait quelques commentaires sur la poésie qu'on vient de lire. J'ai trouvé le deuxième poème à la femme, quelque chose comme ça, tellement fou, le passage sur les yeux avec leur argent bruni, c'était dingue. Je crois que je vois de quel passage tu parles, Mira. Il me semble l'avoir repéré aussi, et il me semble que moi aussi il m'avait bien plu. Je vais essayer de voir si je le retrouve pas comme ça. C'était avec leur argent bruni, ouais. Je sais pas si je vais le retrouver. Le poème de la femme, ouais, c'est ça. Du coup, c'est le troisième poème, Mira, si ça t'intéresse de le retrouver. Je sais que l'œuvre est trouvable gratuitement sur Internet. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez les retrouver et vous pouvez les lire vous aussi de votre côté. Et du coup, le passage que tu cites, c'est exactement le passage que j'ai le plus kiffé de ce poème aussi. Il était vraiment classe. Ouais, ses paupières battent des ailes. Ça, je trouve ça tellement classe. Genre, c'est cette phrase-là que j'ai trop kiffé. Ses paupières battent des ailes sur leur globe d'argent bruni, et l'on voit monter ses prunelles dans la nacre de l'infini. C'est surtout ses paupières battent des ailes que je trouve hyper bien trouvées en vrai. Et ouais, j'avais flashé aussi sur cette phrase, Mira. Comme quoi, il y a quand même vraisemblablement des coups de génie de ci, de là dans les textes. Et du coup, personnellement, je sais que la poésie, tant que je la lis pas au moins 4 fois, j'ai du mal à comprendre les textes. Alors quand c'est quelqu'un d'autre qui les lit, c'est pas facile. Ouais, ça c'est sûr, Wakina, je comprends tout à fait ton argument. Et
c'est un peu quelque chose aussi que... Enfin, c'est pour ça aussi que je fais pas full poésie et que j'essaie d'alterner un petit peu. Parce que c'est clair que je trouve ça pas très... Comment dire? Je trouve ça moins accessible qu'un roman. Ça c'est clair et net. Je trouve que faut plus donner de soi entre guillemets. Déjà, c'est un truc tout con, mais par exemple, moi je fais une grande différence entre... en même temps c'est normal, tout le monde fait une différence, mais je me suis fait une remarque entre lire un texte et écouter quelqu'un parler par exemple. Écouter quelqu'un parler, ça demande extrêmement moins d'effort en fait. Et je trouve que la lecture en soi est un effort. Et c'est un effort cool. Franchement, moi je conseille à tout le monde de lire. Mais clairement, je me dis que quelqu'un, d'autant plus à notre époque, quelqu'un qui fait l'effort d'aller lire, c'est que déjà de base il a vraiment envie de lire quoi. C'est rare, enfin, tu lis pas comme ça n'importe comment, alors que tu pourrais écouter comme ça n'importe comment. Tu peux mettre une émission en mode radio et faire d'autres choses à côté, etc. Quand tu lis, faut que tu t'impliques entre guillemets, je trouve. Et du coup, je trouve que ouais, les poèmes, c'est très très dur et il faut s'impliquer beaucoup beaucoup, je trouve. C'est pour ça aussi que je fais les lives de lecture de poésie relativement courts, parce que je veux pas que ça ressemble à juste un enchaînement de jolies phrases et jolis mots sans sens. Donc j'espère que vous arrivez quand même un petit peu à vous projeter dans les lectures et à comprendre ce qui peut être dit. Après c'est sûr que comme le dit Waki, comme le dit Mirani, ça reste musical et ça reste agréable à entendre. Genre engrainer les grelots, c'est hyper sonore et malin. Je suis tellement d'accord avec toi Mira. Je vais reparler un petit peu des textes d'ailleurs. Elysium, je me suis perdu dans mes lignes de dessin avec cette lecture. Quoi? Et du coup, étrangement, c'est l'inverse pour moi, je comprends plus facilement lorsqu'on me fait la lecture. Ah, c'est marrant ça. Ça, c'est marrant, Elysium, je trouve, comme remarque. C'est... Ouais, je sais pas, peut-être quand on te fait la lecture, justement, vu que t'as pas cet effort à faire, entre guillemets, inconsciemment, ça te prend moins la tête, donc t'arrives plus facilement à assimiler. Ou bien peut-être aussi parce que quand tu lis un texte, t'as besoin de faire un effort de compréhension pour voir où la phrase veut t'emmener, entre guillemets. Alors que là, cet effort-là, c'est un peu moi qui te le pré-mâche, dans le sens où c'est moi qui mets l'intonation que je pense être la bonne. Alors bien sûr, c'est une interprétation et on pourra en faire plein. Mais disons que je te pré-mâche un travail, entre guillemets, dans le sens où je te propose ma vision du truc, ma manière de le lire, etc. etc. Donc peut-être que implicitement, ça te dirige déjà dans une direction. Et du coup, enfin, c'est peut-être plus facile à saisir à cause de ça, je sais pas. Wakina, c'est peut-être parce que je cherche trop un sens, une interprétation au texte, mais si je me projette, je vais me faire mal, il y a mon mur en face quand même. Mais arrêtez de faire des blagues. En plus, elles sont rigolotes, et après, moi, je vais mourir de rire en live, et puis après, bah, je serai mort. Bref, du coup... ouais, Elysium, qui a une armoire de livres qu'elle n'a toujours pas commencé, bah moi je commence à avoir une grosse pile, l'air de rien, sur ma table de chevet. Et c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. Et je ne veux pas que ça arrive. Donc il faut que je me mette à lire. Il faut que je me mette à lire plus. Même si je pense que depuis au moins 10 ans facilement, je dois lire facilement minimum 15 pages par jour. Genre, enfin... En fait, je me force à lire avant de dormir, quoi qu'il en soit. Même si je suis crevé et tout, en général, je vais lire au moins 15 pages, même si c'est pas grand-chose. C'est déjà ça. Et je pense que c'est beaucoup... Il y a beaucoup de domaines dans lesquels on veut s'améliorer où il faut faire ça. Par exemple, la guitare, même si j'en fais pas beaucoup, au moins, je me force... Enfin, genre si vraiment j'ai pas le temps ou pas l'envie ou quoi, je me force au moins à en faire 15, 20, 30 minutes par jour. Et puis après, les jours où j'en ai envie, j'en fais 1 heure et tout, et c'est pas grave, et voilà. Mais je pense que c'est bien d'avoir un minimum dans les choses qui nous tiennent à cœur et qu'on a envie d'améliorer, entre guillemets. Du coup, c'était sans doute grâce à la terminale pour avancer ensemble, on se faisait la lecture en 1 semaine, on s'était fait toute l'année de lecture qui nous aurait pris normalement un mois entier. Ah, c'est grave cool ça, Elysium, en vrai. Je trouve ça super cool de lire à voix haute en groupe aussi. Ça m'est arrivé qu'une fois dans ma vie, mais c'était très très bien, c'était très cool à faire.
Puis en plus, ça ajoute un côté fun assez sympathique. Genre en gros, bah, c'était avec Fallen Soul King, que vous avez peut-être déjà pu voir dans mes lives, dans le chat. Et en gros, on faisait la lecture, sauf que on avait chacun des personnages. Donc du coup, quand il y avait des dialogues, on savait que telle ou telle personne faisait tel ou tel personnage. Et aussi, s'il y en a un qui était en train de lire la narration, en général c'était moi. S'il y avait des sons qui étaient... Par exemple, si la narration disait... il entendit la porte grincer. Et bah derrière, il y avait mon pote qui faisait... C'était trop marrant, c'était vraiment le feu. J'ai adoré faire ces lectures. Et c'est un peu ça aussi qui m'a donné... Enfin, je vous ai déjà raconté toutes les anecdotes qui m'ont donné envie de faire de la lecture à voix haute, mais ça en fait partie des bonnes expériences de lecture à voix haute. Tkoutoum. Et ouais, je suis d'accord avec toi, Elysium. Candide, en plus, ça se prête bien à ce que ce soit plus théâtral, limite. Bref, du coup, pour retourner sur le texte, Emos et Kame, bah, je vois que ça vous a plutôt plu dans l'ensemble, donc ça fait plaisir. A priori, ça vous a plu. Moi, j'avoue que, en fait, quand j'avais lu des textes de ci, de là pour me préparer, j'avais trouvé le style très froid, et du coup, j'avais beaucoup de mal à entrer dedans. Et du coup, j'appréhendais vachement la soirée de ce soir. Mais au final, vu qu'il y a eu le petit bug et tout, au final de mon PC, bah au final ça m'a remis dedans, parce que là ce soir je suis super chaud, et ce soir j'ai beaucoup apprécié la lecture pour le moment. Je trouve ça beaucoup plus classique peut-être que ce qu'on a pu lire avec Paul Verlaine, avec Rimbaud ou avec Baudelaire. Je trouve ça vraiment plus classique, je trouve que c'est vraiment plus ressemblant à ce qu'on pourrait apprendre à l'école en early études. Donc je trouve vraiment que c'est beaucoup plus classique, beaucoup plus une structure beaucoup plus simple et beaucoup plus cadrée. D'ailleurs, j'avais lu sur internet que c'était quasiment que des octosyllabes pendant tout le recueil, chose qu'il n'y avait pas sur les autres recueils que je vous avais déjà lus. C'est-à-dire que là, il y a vraiment une forme comment dire, précise qui est respectée à quasiment tous les poèmes. Donc forcément ça insuffle un rythme particulier et qui peut être répétitif. Moi-même parfois je me disais comment je vais lire cette phrase pour essayer de changer un petit peu le rythme et que ce soit pas toujours trop le même flow. Mais en même temps je pense que pour certains poèmes c'est pas mal d'avoir ce flow là et de poser un petit peu la voix petit à petit. Enfin bizarrement, alors c'est peut-être moi qui me fais des idées, mais bizarrement je trouve que ces poèmes se dégustent mieux et se valorisent mieux, entre guillemets, quand on les lit lentement. Parce que des octosyllabes, c'est quand même assez rapide comme rythme. Du coup, quand on lit des octosyllabes rapidement, ça se voit qu'il y a un rythme répétitif, entre guillemets. Et les moments où j'ai un peu freiné le rythme, je trouvais que ça sonnait mieux. Sinon, justement, je trouve que c'est très classique, mais que c'est un... Mais que Théophile Gautier, a priori, il est peut-être pas très original dans... Comment dire? Peut-être pas très original dans les thèmes qu'il va aborder, parce que là, clairement, quasiment tous les poèmes, c'était sur l'amour d'une femme, grosso modo, quasiment tout le temps. Il fait pas non plus des gros cliffhangers comme certains poèmes qu'on a déjà pu lire, mais disons que c'est classique, mais du très bon classique, quoi. J'ai l'impression qu'il y a... J'avais peur qu'il y ait des mots un peu trop compliqués, un peu trop élitistes entre guillemets, et que ça soit trop du regardez, j'écris des belles phrases pour écrire des belles phrases, regardez comme je suis fort. Et au final, je trouve qu'on n'a pas ce sentiment-là, donc je suis content. Je m'attendais vraiment à avoir ce sentiment-là par rapport à ce que j'avais envisagé avant le live. Mais en définitive, je trouve qu'il n'y a pas trop ce sentiment-là, donc je suis content. Et je trouve les poèmes plutôt très jolis. Et bah, du coup... Je viens de penser à ça. Je trouve que le titre du livre, du recueil, est très très bien trouvé du coup. Parce qu'en gros, Emos et Kame, donc des Kame pour ceux qui savent pas, en gros c'est... Comment vous expliquer ça? En gros c'est des petites sculptures en... Hein, comment ça s'appelle en nacre? Ouais c'est ça, je crois que c'est en nacre. En gros c'est des petites sculptures en nacre. Vous savez, genre c'est des bijoux qu'avaient les grands-mères ou quoi surtout. Genre ça fait des petits ovales ou des petits trucs comme ça.
Il y a un fond de couleur rose ou orangé, rouge, etc. Enfin, souvent. Ou bien un fond vert aussi, j'en ai déjà vu des avec fond vert, enfin bref. Et après, il y a des sculptureux en plusieurs couches de nacre. Et c'est souvent des portraits de femmes ou quoi. Donc voilà, ça c'est un camé. Et du coup, émo, je me suis dit tout à l'heure, tiens, ça veut dire quoi ça? J'ai été voir sur internet, et du coup, émo, c'est le pluriel du mot émail. Donc encore une fois, il y a un peu ce côté nacré, ce côté blanc, etc. Et du coup, l'émail, j'ai vu que c'était des choses qui servaient en bijouterie également. Donc c'est, par exemple, ça peut s'apparenter à des tesselles pour faire des mosaïques aussi. Les tesselles, c'est les petits carrés pour faire des mosaïques. Donc voilà, les émaux, ça ressemble un peu à ça, et ça, voilà, ça sert aussi, en fait, ça ressemble un peu au camé au final. Et les deux sont des sortes de bijoux, des matières de bijoux, enfin voilà. Et du coup, pourquoi je dis que ça va très bien? Tout simplement parce que, par exemple, les camés, ça peut être un peu... Enfin, je trouve ça fait un peu vieilli. Bon, après, là, Théophile Gautier, il écrit au 19e siècle, si je dis pas de bêtises. Donc forcément, c'est pas le même rapport. Mais en tout cas, je trouve qu'Emo et Camé, ça va très bien à ce recueil, dans le sens où chaque texte est vraiment parfait, je trouve. Mais pas étonnant. Vous voyez ce que je veux dire? Du style, chaque texte est un beau bijou. Genre... chaque texte, je pense, et du coup, vu le titre, je pense, est pensé comme étant un texte bien travaillé, avec des sonorités bien travaillées, et entre guillemets, une belle pierre taillée. C'est pas quelque chose de brut, c'est pas quelque chose qui va partir dans tous les sens, etc., etc., mais... c'est genre, ouais, enfin, il est peut-être qu'il visait, entre guillemets, à faire le poème classique parfait, avec une forme parfaite, avec des jeux de mots. Pas des jeux de mots, mais des jeux de langue, entre guillemets, des jeux de rythme, etc. parfait. Enfin, du coup, je trouve que ça prend beaucoup de sens, en fait, le titre Emo Zekame. Et ça me fait d'autant plus aimer les textes. Donc ouais, au final, j'aime beaucoup les textes, au final. Même si c'est très classique. Et bah voilà, je pense que j'en ai déjà pas mal dit sur ce que je pensais de cette première partie et qu'on a déjà pas mal parlé. Du coup, je vois que ça blague à mort sur ce que sont les émos et les camés. Je ne vais rien dire. Et ben, je pense qu'on va reprendre la lecture, écoutez. Il va couper le live avant 22h30, tu vas voir. Oh, bah il y a sûrement des chances, oui. Étant donné qu'on va arriver à 1 heure de live et que j'ai encore 30 pages à vous lire ce soir. C'était jusqu'à... ouais, c'était jusqu'à lead. Voilà, je me rappelle. Donc du coup, écoutez, je vais partir pour la suite sans plus attendre. Ça sera logiquement à peu près aussi long que la première partie. Bah oui, c'était sûrement sa volonté au vu du titre. Maintenant que tu l'as expliqué, ça prend du sens. Bah oui, Wakina. Enfin, en tout cas, je sais pas si j'ai la bonne version, mais c'est grave cool, je trouve, d'en parler. C'est rare, enfin, je trouve ça assez rare de parler de littérature et de poésie encore plus. Et je trouve ça grave cool d'en parler avec vous. Parce que du coup, ça fait genre qu'on a... comment dire? Ça fait genre qu'on a un club de lecture, mais un peu moins galvaudé que ce qu'on pourrait... avoir dans l'imaginaire collectif. Donc ouais, je trouve ça grave cool. Enfin bon, bref. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à partager vos avis, parce que ça m'intéresse vachement. D'ailleurs, je sais pas si vous avez un poème préféré. Moi, je crois que j'ai bien aimé Diamant du cœur. Parce que pour le coup, celle-là, je l'ai pas vu venir. Et j'ai beaucoup aimé Diamant du cœur, en disant que la larme était un diamant du cœur. Vous savez, c'était le poème où, en gros, il dit que certaines personnes, pour se souvenir de leur amour, ont tel ou tel objet, et que lui, sur une feuille de papier où il a écrit un poème, il y a la tache d'une larme qu'a versé son amour. Et ce poème-là, je l'ai trouvé très très beau. Donc je pense que pour le moment, mon poème préféré d'Emo Zekame, c'est Diamant du cœur. Bref, en fait c'est ça qui est marrant, c'est que Diamant du cœur, pour désigner une larme, ça pourrait faire très classique, voire très niais.
Et au final, la manière dont il enrobe les choses et dont il montre les choses, bah, je trouve que ça passe super bien. Enfin bon, bref. Voilou. Je vais repartir sur la lecture parce que sinon je pourrais encore parler longtemps. D'ailleurs, je me rappelle d'une chose qu'il faut que je vous dise. Sur le style aussi, j'avais repéré un autre détail, mais je vous le dirai dans l'outro. Je pense que ça va se continuer de la même manière, donc ça aura toujours du sens que je vous le dise. Bref. Et du coup, Elyséum, mais genre t'as vraiment cru ça? Enfin bon, bref. Sur ce, on est parti. Je vous souhaite à tous une bonne écoute. Bonne écoute Ellie, bonne écoute Wakina, bonne écoute le Noob Création, bonne écoute Mirani bien sûr, bonne écoute à tous ceux dans l'ombre et à ceux qui nous regardent en diffusion. Je vous dis à tout à l'heure pour l'outro de ce live. Contralto. On voit dans le musée antique, sur un lit de marbre sculpté, une statue énigmatique d'une inquiétante beauté. Est-ce un jeune homme? Est-ce une femme, une déesse ou bien un dieu? L'amour ayant peur d'être infâme, hésite et suspend son aveu. Dans sa pose malicieuse, elle s'étend, le dos tourné devant la foule curieuse, sur son coussin capitonné. Pour faire sa beauté maudite, chaque sexe apporte à son don. Tout homme dit « c'est Aphrodite », toute femme « c'est Cupidon ». Sexe douteux, grâce certaine, on dirait ce corps indécis fondu dans l'eau de la fontaine sous les baisers de Salmaquis. Chimère ardente et force suprême de l'art et de la volupté, monstre charmant comme je t'aime avec ta multiple beauté. Bien qu'on défende ton approche, sous la draperie au pli droit dont le bout à ton pied s'accroche, mes yeux ont plongé bien des fois. Rêve de poète et d'artiste, tu m'as bien des nuits occupées, et mon caprice qui persiste ne convient pas qu'il s'est trompé. Mais seulement il se transpose, et, passant de la forme au son, trouve dans sa métamorphose la jeune fille et le garçon. Que tu me plais, ô timbre étrange! Son double, homme et femme à la fois, contralto, bizarre mélange, hermaphrodite de la voix. C'est Roméo, c'est Juliette, chantant avec un seul gosier. Le pigeon roque et la fauvette perchés sur le même rosier. C'est la châtelaine qui raille son beau page parlant d'amour, l'amant au pied de la muraille, la dame au balcon de sa tour. Le papillon blanche étincelle quand ses détours et ses ébats poursuit un papillon fidèle, l'un volant haut et l'autre bas. L'ange qui descend et qui monte sur l'escalier d'or voltigeant, la cloche mêlant dans sa fonte la voix d'airain, la voix d'argent. La mélodie et l'harmonie, le chant et l'accompagnement, à la grâce la force unie, la maîtresse embrassant l'amant. Sur le pli de sa jupe assise, ce soir ce sera Cendrillon, causant près du feu qu'elle attise avec son ami le grillon. Demain le valeureux Arsas, à son courroux donnant l'essor, ou Tancrède avec sa cuirasse, son épée et son casque d'or. Desdemona chantant le saule, Zerline bernant Mazzetto, ou Malcolm le plaide sur l'épaule, c'est toi que j'aime au contralto. Nature charmante et bizarre que Dieu d'un double attrait para, toi qui pourrais, comme Gulnare, être le Khaled d'un Lara, et dont la voix dans sa caresse, réveillant le cœur endormi, mêle au soupir de la maîtresse l'accent plus mâle de l'ami. Kaerulei Okuli. Une femme mystérieuse, dont la beauté trouble mes sens, se tient debout silencieuse au bord des flots retentissants. Ses yeux, où le ciel se reflète, mêlent à leur azur amer qu'étoile une humide paillette les teintes glauques de la mer. Dans les langueurs de leurs prunelles, une grâce triste sourit. Les pleurs mouillent les étincelles et la lumière s'attendrit, et leurs cils, comme des mouettes qui rasent le flot aplani, palpitent, elles inquiètent sur leur azur indéfini. Comme dans l'eau bleue et profonde, où dort plus d'un trésor coulé, on y découvre à travers l'onde la coupe du roi de Thulé. Sous leur transparence verdâtre, brille parmi le goémon l'autre perle de Cléopâtre près de l'anneau de Salomon. La couronne au gouffre lancé dans la ballade de Schiller, sans qu'un plongeur l'ait ramassée, y jette encore son reflet clair. Un pouvoir magiquement traîne vers l'abîme de ce regard, comme au sein des eaux la sirène attirait Harald Arfagar. Mon âme, avec la violence d'un irrésistible désir, au milieu du gouffre s'élance vers l'ombre impossible à saisir. Montrant son sein, cachant sa queue, la sirène amoureusement fait ondoyer sa blancheur bleue sous les mailles verts du flot dormant.
L'eau s'enfle comme une poitrine aux soupirs de la passion. Le vent dans sa conque marine murmure une incantation. Oh, viens dans ma couche de nacre, mes bras d'onde t'enlaceront. Les flots perdant leur saveur âcre sur ta bouche en miel couleront. Laissant bruire sur nos têtes la mer qui ne peut s'apaiser, nous boirons l'oubli des tempêtes dans la coupe de mon baiser. Ainsi parle la voix humide de ce regard céruléen, et mon cœur sous l'onde perfide se noie et consomme l'hymen. Rondalla. Enfante aux airs d'impératrice, colombe au regard de faucon, tu me hais, mais c'est mon caprice de me planter sous ton balcon. Là, je veux, le pied sur la borne, pinçant les nerfs, tapant le bois, faire luire à ton carreau morne ta lampe et ton front à la fois. Je défends à toute guitare de bourdonner aux alentours. Ta rue est à moi. Je la barre pour y chanter seul mes amours, et je coupe les deux oreilles au premier racleur de jambon qui, devant la chambre où tu veilles, braille un couplet mauvais ou bon. Dans sa gaine, mon couteau bouge. Allons, qui veut de l'incarnat? À son jabot qui veut du rouge pour faire un bouton de grenat? Le sang dans les veines s'ennuie, car il est fait pour se montrer. Le temps est noir, gare la pluie. Poltron, hâtez-vous de rentrer. Sortez, vaillants, sortez, bravaches, l'avant-bras couvert du manteau, que sur vos faces de gavaches j'écrive des croix au couteau. Qu'ils s'avancent, seuls ou par bande, de pied ferme je les attends. À ta gloire, il faut que je fende les naseaux de ces capitans. Au ruisseau qui gêne ta marche, et pourrait salir tes pieds blancs, corps du Christ, je veux faire une arche avec les côtes des galants. Pour te prouver combien je t'aime, dis, je tuerai qui tu voudras. J'attaquerai Satan lui-même si pour linceul j'étais de drap. Porte sourde, fenêtre aveugle, tu dois pourtant ouïr ma voix. Comme un taureau blessé je beugle des chiens excitant les abois. Au moins plante un clou dans ta porte, un clou pour accrocher mon cœur. À quoi sert que je leur emporte fou de rage, mort de langueur? Nostalgie d'obélisque. 1. L'obélisque de Paris. Sur cette place je m'ennuie, obélisque dépareillé. Neige, givre, bruine et pluie glacent mon flanc déjà rouillé. Et ma vieille aiguille, rougie aux fournaises d'un ciel de feu, prend des pâleurs de nostalgie dans cet air qui n'est jamais bleu. Devant les colosses moroses et les pylônes de Luxor, près de mon frère aux teintes roses, que ne suis-je debout encore? Plongeant dans l'azur immuable, mon pyramidion vermeil et de mon ombre sur le sable écrivant les pas du soleil. Ramsès, un jour mon bloc superbe, où l'éternité s'est bréchée, roula fauché comme un brin d'herbe et Paris s'en fit un hocher. La sentinelle granitique, gardienne des énormités, se dresse entre un faux temple antique et la chambre des députés. Sur l'échafaud de Louis XVI, monolithe au sens aboli, on a mis mon secret qui pèse le poids de 5000 ans d'oubli. Les moineaux francs souillent ma tête, où s'abattaient dans leur essor l'ibis rose et le gypaète, au blanc plumage aux serres d'or. La Seine, noire égout des rues, fleuve immonde fait de ruisseaux, salit mon pied, que dans ses crues baisait le Nil, père des eaux. Le Nil, géant à barbe blanche, coiffé de lotus et de joncs, versant de son urne qui penche des crocodiles pour goujons. Les chars d'or étoilés de nacre, des grands pharaons d'autrefois rasaient mon bloc heurté du fiacre emportant le dernier des rois. Jadis, devant ma pierre antique, le pschent au front, les prêtres saints promenaient la barrie mystique aux emblèmes dorés et peints. Mais aujourd'hui, pilier profane entre deux fontaines campées, je vois passer la courtisane se renversant dans son coupé. Je vois, de janvier à décembre, la procession des bourgeois, les Solons qui vont à la chambre et les Arthurs qui vont au bois. Oh, dans 100 ans, quel squelette fera ce peuple impie et fou, qui se couche sans bandelette dans des cercueils que ferme un clou, et n'a pas même d'hypogée à l'abri des corruptions, dortoirs où, par siècles rangés, plongent les générations. Sol sacré des hiéroglyphes et des secrets sacerdotaux, où les sphinx s'aiguisent les grives sur les angles des piédestaux, où sous le pied sonne la crypte, où l'épervier couve son nid. Je te pleure, ô ma vieille Égypte, avec des larmes de granit. 2. L'obélisque de Luxor. Je veille, unique sentinelle de ce grand palais dévasté dans la solitude éternelle en face de l'immensité. À l'horizon que rien ne borne, stérile, muet, infini, le désert sous le soleil morne déroule son linceul jauni. Au-dessus de la terre nue, le ciel, autre désert d'azur, où jamais ne flotte une nue, s'étale implacablement pur. Le Nil, dont l'eau morte s'étame d'une pellicule de plomb, lui, est ridé par l'hippopotame, sous un jour mat tombant d'aplomb.
Et les crocodiles rapaces sur le sable en feu des îlots, demi-cuits dans leur carapace, se pâment avec des sanglots. Immobile sur son pied grêle, l'ibis, le bec dans son jabot, déchiffre au bout de quelques stèles le cartouche sacré de Thoth. L'hyène rit, le chacal miaule, et traçant des cercles dans l'air, l'épervier affamé piaule, noire virgule du ciel clair. Mais ces bruits de la solitude sont couverts par le bâillement des sphinx, lassés de l'attitude qu'ils gardent immuablement. Produit des blancs reflets du sable et du soleil toujours brillant, nul ennui ne t'est comparable, spleen lumineux de l'Orient. C'est moi qui faisais crier grâce à la satiété des rois, tombant vaincus sur leur terrasse, et tu m'écrases de ton poids. Ici jamais le vent n'essuie une larme à l'œil sec des cieux, et le temps fatigué s'appuie sur les palais silencieux. Pas un accident ne dérange la face de l'éternité. L'Égypte, en ce monde où tout change, trône sur l'immobilité. Pour compagnons et pour amis, quand l'ennui me prend par accès, j'ai les félats et les momies contemporaines de Ramsès. Je regarde un pilier qui penche, un vieux colosse sans profil, et les canges à voiles blanches montant ou descendant le Nil. Que je voudrais comme mon frère dans ce grand Paris transporté auprès de lui pour me distraire sur une place être planté. Là-bas, il voit ces sculptures s'arrêter à un peuple vivant, hiératiques écritures que l'idée épelle en rêvant. Les fontaines juxtaposées sur la poudre de son granit jettent leurs brumes irisées, il est vermeil, il rajeunit. Des veines roses de sienne, comme moi cependant il sort. Mais je reste à ma place ancienne, il est vivant, et je suis mort. Vieux de la vieille, 15 décembre. Par l'ennui chassé de ma chambre, j'errais le long du boulevard. Il faisait un temps de décembre, vent froid, fine pluie et brouillard. Et là je vis, spectacle étrange, échappé du sombre séjour sous la bruine et dans la fange, passer des spectres en plein jour. Pourtant c'est la nuit que les ombres, par un clair de lune allemand, dans les vieilles tours en décombre reviennent ordinairement. C'est la nuit que les elfes sortent avec leurs robes humides au bord et sous les nénuphars emportent leurs valseurs de la fatigue mort. C'est la nuit qu'a lieu la revue dans la ballade de Zedlitz, où l'empereur, ombre entrevue, compte les ombres d'Austerlitz. Mais des spectres près du gymnase, à 2 pas des variétés, sans brume ou linceul qui les gaze, des spectres mouillés et crottés, avec ses dents jaunes de tartre, son crâne de mousse verdie, à Paris, boulevard Montmartre, mob se montrant en plein midi. La chose vaut qu'on la regarde. 3 fantômes de vieux grognards en uniforme de l'ex-garde, avec 2 ombres de hussards. On eût dit la lithographie où, dessinée par un rayon, les morts que Raffet déifie passent criant Napoléon. Ce n'étaient pas les morts qu'éveille le son du nocturne tambour, mais bien quelques vieux de la vieille qui célébraient le grand retour. Depuis la suprême bataille, l'un a maigri, l'autre a grossi. L'habit jadis fait à leur taille est trop grand ou trop rétréci. Noble lambeau des frocs épiques, saint haillon qu'étoile une croix, dans leur ridicule héroïque plus beau que des manteaux des rois. Un plumet énervé palpite sur leur colbac fauve et pelé, près des trous de balles, la mythe a rongé leurs dolmans criblés. Leur culotte de peau trop large fait 1000 plis sur leurs fémurs, leur sabre rouillé et lourd de charge creuse le sol et bat le mur. Ou bien, un embonpoint grotesque, avec grand-peine boutonnée, fait un poussat, dont on rit presque, du vieux héros tout chevronné. Ne les raillez pas, camarades, saluez plutôt chapeau bas ces Achilles d'une Iliade qu'Homère n'inventerait pas. Respectez leur tête chenue, sur leur front par 20 cieux bronzés, la cicatrice continue le sillon que l'âge a creusé. Leur peau bizarrement noircie, dit l'Égypte au soleil brûlant, et les neiges de la Russie poudrent encore leurs cheveux blancs. Si leurs mains tremblent, c'est sans doute du froid de la Bérésina, et s'ils boitent, c'est que la route est longue du Caire à Wilna. S'ils sont perdus, c'est qu'à la guerre, les drapeaux étaient leurs seuls draps, et si leur manche ne va guère, c'est qu'un boulet a pris leurs bras. Ne nous moquons pas de ces hommes qu'en riant le gamin poursuit. Ils furent le jour dont nous sommes le soir, et peut-être la nuit. Quand on oublie, ils se souviennent. Lanciers rouges et grenadiers bleus, au pied de la colonne, ils viennent comme à l'autel de leur seul Dieu. Là, fiers de leur longue souffrance, reconnaissant des maux subis, ils sentent le cœur de la France battre sous leurs pauvres habits. Aussi les pleurs trempent le rire en voyant ce saint carnaval, cette mascarade d'empire passée comme un matin de bal, et l'aigle de la grande armée dans le ciel qu'emplit son essor du fond d'une gloire enflammée, étend sur eux ses ailes d'or.
Tristesse en mer. Les mouettes volent et jouent, et les blancs coursiers de la mer cabrés sur les vagues secouent leurs crins échevelés dans l'air. Le jour tombe, une fine pluie éteint les fournaises du soir, et le steamboat crachant la suie rabat son long panache noir. Plus pâle que le ciel livide, je vais au pays du charbon, du brouillard et du suicide. Pour se tuer le temps est bon. Mon désir avide se noie dans le gouffre amer qui blanchit. Le vaisseau danse, l'eau tournoie, le vent de plus en plus fraîchit. Oh, je me sens l'âme navrée. L'océan gonfle en soupirant sa poitrine désespérée comme un ami qui me comprend. Allons, peine d'amour perdue, espoir relâcé, illusion du socle idéal descendu, un saut dans les moites sillons. À la mer, souffrance passée qui revenait toujours, pressant vos blessures cicatrisées pour leur faire pleurer du sang. À la mer, spectre de mes rêves, regrets aux mortelles pâleurs dans un cœur rouge ayant 7 glaives comme la mer des douleurs. Chaque fantôme plonge et lutte quelques instants avec le flot, qui sur lui ferme sa volute et l'engloutit dans un sanglot. Lest de l'âme, pesant bagage, trésors misérables et chers, sombrez, et dans votre naufrage, je vais vous suivre au fond des mers. Bleuâtre, enflé, méconnaissable, bercé par le flot qui bruit, sur l'humide oreiller du sable, je dormirai bien cette nuit. Mais une femme dans sa mante sur le pont assise à l'écart, une femme jeune et charmante lève vers moi son long regard. Dans ce regard, à ma détresse la sympathie, aux bras ouverts parle et sourit, sœur ou maîtresse. Salut yeux bleus, bonsoir flot vert. Les mouettes volent et jouent, et les blancs coursiers de la mer cabrés sur les vagues secouent leurs crins échevelés dans l'air. À une robe rose. Que tu me plais dans cette robe qui te déshabille si bien, faisant jaillir ta gorge en globe, montrant tout nu ton bras païen. Frêle comme une aile d'abeille, frais comme un cœur de rosée, son tissu caresse vermeil voltige autour de ta beauté. De l'épiderme sur la soie glissent des frissons argentés, et l'étoffe à la chair renvoie ses éclairs roses reflétés. D'où te vient cette robe étrange qui semble faire de ta chair ? D'où te vient cette robe étrange qui semble faite de ta chair, trame vivante qui mélange avec ta peau son rose clair? Est-ce à la rougeur de l'aurore, à la coquille de Vénus, au bouton de sein près d'éclore que sont pris ces tons inconnus? Ou bien l'étoffe est-elle teinte dans les roses de ta pudeur? Non, 20 fois modelée et peinte dans ta forme connaît sa splendeur. Jetant le voile qui te pèse, réalité que la rêva, comme la princesse borghèse tu poserais pour Canova. Et ces plis roses sont les lèvres de mes désirs inapaisés, mettant au corps, dont tu les sèvres, une tunique de baisers. Le monde est méchant. Le monde est méchant, ma petite. Avec son sourire moqueur, il dit qu'à ton côté palpite une montre en place de cœur. Tant ton sein ému s'élève et s'apaise comme la mer, au bouillonnement de la sève circulant sous ta jeune chair. Le monde est méchant, ma petite. Il dit que tes yeux vifs sont morts et se meuvent dans leur orbite à temps égaux et par ressort. Pourtant, une larme irisée tremble à tes cils, mouvant rideau comme une perle de rosée qui n'est pas prise au verre d'eau. Le monde est méchant, ma petite. Il dit que tu n'as pas d'esprit, et que les vers qu'on te récite sont pour toi comme du sanskrit. Pourtant, sur ta bouche vermeille, fleurs s'ouvrant et se refermant, le rire, intelligente abeille, se pose à chaque trait charmant. C'est que tu m'aimes, ma petite, et que tu es tous ces gens-là. Quitte-moi, comme ils diront vite. Quel cœur et quel esprit elle a. Inès de Las Cielas, à la Petra Camara. Naudier raconte qu'en Espagne, 3 officiers cherchant un soir une venta dans la campagne ne trouvèrent qu'un vieux manoir. Un vrai château d'Anne Radcliffe, au plafond que le temploya, aux vitraux rayés par la griffe des chauves-souris de Goya. Aux vastes salles délabrées, aux couloirs livrant leurs secrets, architectures effondrées où Piranèse se perdrait. Pendant le souper, que regarde une collection d'aïeux dans leur cadre montant la garde, un cri répond au chant joyeux. D'un long corridor en décombre, par la lune bizarrement entrecoupée de clairs et d'ombres, débusque un fantôme charmant. Peigne au chignon, basquine aux hanches, une femme accourt en dansant, dans les bandes noires et blanches apparaissant, disparaissant. Avec une volupté morte, cambrant les reins, penchant le cou, elle s'arrête sur la porte, sinistre et belle à rendre fou. Sa robe, passée et fripée au froid humide des trombeaux, fait luire d'un rayon frappé quelques paillons sur ses lambeaux.
D'un pétale découronné à chaque soubresaut nerveux, sa rose jaunie et fanée s'effeuille dans ses noirs cheveux. Une cicatrice, pareille à celle d'un coup de poignard, forme une couture vermeille sur sa gorge d'un ton blafard, et ses mains pâles et fluettes, au nez des soupeurs pleins d'effroi, entrechoquent les castagnettes comme des dents claquant de froid. Elle danse, morne bacchante, la cachucha sur un vieil air d'une grâce si provocante qu'on la suivrait même en enfer. Ses cils palpitent sur ses joues comme des ailes d'oiseaux noirs, et sa bouche arquée a des mous à mettre un sein au désespoir. Quand de sa jupe qui tournoie elle soulève le volant, sa jambe, sous le bas de soie, prend des lueurs de marbre blanc. Elle se penche jusqu'à terre, et sa main, d'un geste coquet, comme on fait des fleurs d'un parterre, groupe les désirs en bouquet. Est-ce un fantôme? Est-ce une femme? Un rêve, une réalité qui scintille comme une flamme dans un tourbillon de beauté? Cette apparition fantasque, c'est l'Espagne du temps passé, au frisson du tambour de basque s'élançant de son lit glacé, et brusquement ressuscité dans un suprême boléro, montrant sous sa jupe argentée la divisa prise au taureau. La cicatrice qu'elle porte, c'est le coup de grâce donné à la génération morte par chaque siècle nouveau-né. J'ai vu ce fantôme au gymnase, où Paris entier l'admira, lorsque dans son linceul de gaz parut la Petra Camara. Impassible et passionnée, fermant ses yeux, mort de langueur, et comme Inès l'assassinée, dansant un poignard dans le cœur. Odelette anacréontique. Pour que je t'aime, ô mon poète, ne fais pas fuir par trop d'ardeur mon amour, colombe inquiète au ciel rose de la pudeur. L'oiseau qui marche dans l'allée s'effraie et part au moindre bruit. Ma passion est chose ailée et s'envole quand on la suit. Muet comme l'Hermès de marbre, sous la charmille pose-toi. Tu verras bientôt de son arbre l'oiseau descendre sans effroi. Tes tempes sentiront près d'elle, avec des souffles de fraîcheur, une palpitation d'ailes dans un tourbillon de blancheur, et la colombe apprivoisée sur ton épaule s'abattra, et son bec à pointe rosée de ton baiser s'enivrera. Fumée. Là-bas, sous les arbres s'abrite une chaumière au dos bossu. Le toit penche, le mur s'effrite, le seuil de la porte est moussu. La fenêtre, un volet la bouche, mais du taudis comme au temps froid la tiède haleine d'une bouche, la respiration se voit. Un tire-bouchon de fumée, tournant son mince filet bleu, de l'âme en se bouge enfermée, porte des nouvelles adieux. Apollonie. J'aime ton nom d'Apollonie, écho grec du sacré vallon qui, dans sa robuste harmonie, te baptise sœur d'Apollon. Sur la lyre au plectre d'ivoire, ce nom splendide et souverain, beau comme l'amour et la gloire, prend des résonances d'airain. Classique, il fait plonger les elfes au fond de leur lac allemand, et seule la Pythie à Delphes pourrait te porter dignement. Quand relevant sa robe antique, elle s'assoit au trépied d'or, et dans sa pose fatidique, attend le dieu qui tarde encore. L'aveugle. Un aveugle au coin d'une borne, hagard comme au jour d'un hibou, sur son flageolet et d'un air morne, tâtonne en se trompant de trou, et joue un ancien vaudeville qu'il fausse imperturbablement. Son chien le conduit par la ville, spectre diurne à l'œil dormant. Les jours sur lui passent sans luire, sombre il entend le monde obscur, et la vie invisible bruire comme un torrent derrière un mur. Dieu sait quelle chimère noire hante cet opaque cerveau, et quels illisibles grimoires l'idée écrit en ce caveau. Ainsi, dans les puits de Venise, un prisonnier à demi fou, pendant sa nuit qui s'éternise, grave des mots avec un clou. Mais peut-être, aux heures funèbres, quand la mort souffle le flambeau, l'âme habituée aux ténèbres y verra clair dans le tombeau. Lyde. Au mois d'avril, la terre est rose, comme la jeunesse et l'amour. Pucelle encore, à peine elle ose payer le printemps de retour. Au mois de juin, déjà plus pâle, et le cœur de désir troublé, avec l'été tout brun de hâle, elle se cache dans le blé. Au mois d'août, bacchante enivrée, elle offre à l'automne son sein, et roulant sur la peau tigrée, fait jaillir le sang du raisin. En décembre, petite vieille, par les frimas poudrés à blanc, dans ses rêves, elle réveille l'hiver auprès d'elle ronflant. Et c'est la fin de la lecture pour ce soir, les amis. On va donc se marquer une petite pause. Enfin non, on va donc passer à l'outro. Je dis n'importe quoi. On va donc passer à l'outro de ce live, les amis.
Et la prochaine fois, on terminera le recueil Emozekame de Théophile Gautier. Donc dans 3 jours, pour ceux que ça intéresse. Donc à savoir, le mercredi 29 août 2018. Wally Walou, à 21 h. Et voilà, je pense avoir pas trop mal lu ce soir, donc je suis relativement content. En plus, le live a été hyper agréable avec vous tous, donc ça fait super plaisir de voir qu'il y a eu autant de monde et que vous ayez été aussi cool dans le chat. Ça fait méga plaisir. Et je vois que Wakina a rigolé de Salmakis. Et ça m'a fait rire aussi, mais pas pour les mêmes raisons que toi, Wakina. Tout simplement parce que Salmakis, c'était l'un de mes personnages de jeu de rôle. J'ai l'impression de vous parler de mes personnages de jeu de rôle à chaque live limite, mais bon. Mais oui, Salmakis c'était l'un de mes personnages de jeu de rôle. Et en fait, dans la mythologie, alors si je ne dis pas de bêtises, Salmakis et Hermaphrodite sont dans le même mythe. Et en gros, le délire, c'est que c'est Salmakis qui a 2 sexes et pas Hermaphrodite. Si je dis pas de bêtises. Et du coup, j'avais choisi ce pseudo tout simplement parce que mon personnage était un arbre vivant, un déglupta arc-en-ciel, si je dis pas de bêtises. C'est super beau, allez voir sur internet. Et du coup, en gros, j'avais pris ça parce que du coup, je m'étais renseigné, parce que j'aime beaucoup me renseigner à foison avant de faire un personnage de jeu de rôle et réfléchir énormément. Et donc, je m'étais renseigné, et les arbres, en fait, on peut pas vraiment dire qu'ils soient mâles ou femelles, puisque, grosso modo, la plupart des arbres, tous les arbres ne fonctionnent pas comme ça, mais si j'ai bien compris, la plupart des arbres ont des branches femelles et des branches mâles, si on peut dire. Donc, du coup, ça allait très bien, Salmakis, pour ce personnage que je voulais créer. C'est pas une naïade, demande Elyséum. Il me semble que c'est une naïade, en effet. Enfin, il me semble qu'il y a un lien à l'eau, je suis plus exactement sûr, mais bon. Vous pourrez vous renseigner éventuellement. Mais je sais qu'il y avait une histoire d'amour entre Salmakis et Hermaphrodite, si je dis pas de bêtises. Et que, en gros, Salmakis avait les 2 sexes. Je crois que c'était ça. Je crois que c'était quelque chose comme ça. Bref. Du coup, j'espère que vous avez apprécié la lecture de ce soir. J'espère que vous avez autant aimé le texte que, entre guillemets, l'interprétation. Enfin, en tout cas, ma manière de le lire. J'espère que vous avez réussi à tilter, à comprendre un maximum ce qui se passait, tout simplement. La remarque que je voulais vous faire sur le style tout à l'heure est un peu moins valable maintenant que tout à l'heure, justement. Tout simplement parce que je pense que en fait, Emozekame a été écrit sur la durée. Je sais pas sur combien de temps, mais je pense sur plusieurs années possiblement. Et parce que je sais qu'il y a eu plusieurs éditions et qu'au début il y en avait 18. Et là je crois qu'il y en a une trentaine de poèmes. Donc vraisemblablement ça a dû être fait sur plus de temps. Bref. Et du coup, qu'allais-je dire par rapport à ça? Oui, du coup le style de Théophile Gautier a dû évoluer au fur et à mesure de son écriture et au fur et à mesure du recueil, au fur et à mesure des poèmes forcément. Donc là, ça a un peu évolué et c'est un peu moins le cas qu'en première partie de lecture, mais toujours un petit peu. En fait, le truc qui est compliqué, je trouve, c'est de varier les manières de dire dans le fait que ça soit une structure fixe en octosyllabes. D'autant que dans beaucoup de textes qu'on a lus ce soir, c'était vraiment même les virgules et les points qui étaient au même endroit. C'était vraiment, il y a une strophe de 4 vers, et ça faisait virgule, virgule, point. Virgule, virgule, point. Donc du coup, ça fait vraiment le même rythme, entre guillemets, parce que j'abaisse la voix au même moment, etc., etc. Donc du coup, c'était vraiment très difficile de faire une variance là-dessus. Mais bon, au final, ça a un peu évolué par la suite, puisque ce schéma s'est un peu diversifié. Et j'aime bien, franchement j'aime bien. Je trouve pas que ça soit révolutionnaire, clairement. C'est pas du tout aussi original que par exemple ne peut l'être Rimbaud. C'est pas hyper original non plus dans la forme, vraiment pas. Mais disons que c'est des très très bons poèmes classiques entre guillemets. Enfin classiques.
classique, ça peut faire référence à une époque et à un style et tout, donc j'ai pas envie de dire classique, mais disons que c'est des structures très basiques, mais que pour du basique, c'est très très bien écrit, et le choix des mots est vraiment cool, les structures sont vachement cool, il y a des structures parfois dans certains poèmes que j'ai vraiment apprécié, où il y avait vraiment des renvois de... Enfin, où ça peut sonner limite comme une chanson, quoi. Avec des renvois de phrases, mais qui étaient assez subtils. C'était pas... Parce que ça, c'est une chose qui arrive souvent dans les poèmes, qu'il y ait une sorte de refrain qui soit vraiment mot pour mot collé à différents endroits du poème. Là, c'était... Il y avait un peu ça, mais avec des refrains modifiés, et je trouve ça encore plus intéressant, parce que du coup, il y a un jeu sur la langue encore plus affiné. Enfin bon, bref. Du coup, j'ai trouvé ça vachement bien. Moi qui m'attendais à être déçu, bah au final, j'ai kiffé, donc ça fait plaisir. Et je pense que c'est avec plaisir que je vous lirai les derniers poèmes la prochaine fois. Élyséum qui va nous éclairer de ses lumières. J'ai trouvé Salmaquis est tombée amoureuse de Hermaphrodite et a demandé aux dieux d'être unis à lui pour toujours. Ah, voilà, c'est ça. Elle a été exaucée et il n'en formait plus qu'un être à la fois mâle et femelle. Voilà, c'est donc ça. C'est donc ça. Et du coup, j'avais choisi Salmaquis parce que Hermaphrodite, c'est beaucoup plus connu. Et Salmaquis, c'est pas du tout connu, alors qu'au final, bah... ça fait partie exactement du même mythe, et enfin voilà, donc j'avais trouvé ça beaucoup plus intéressant d'appeler mon personnage Salmaquis à l'époque. Enfin bon, bref. Du coup, je pense en avoir terminé pour le live de ce soir. Une dernière petite chose que je voulais préciser, que j'ai pas précisé en introduction, c'est que d'habitude, je fais la pub, entre guillemets, des lives sur mon site web. Et depuis quelque temps, le site web, enfin en tout cas ce qui permet de faire mon site web, donc en gros Wix, a beaucoup de bugs, de latence, de lag, etc. Et je pense que peu de gens font des tours par mon site web. Donc je pense que de toute manière, même je pense qu'à l'époque où on est, c'est limite mieux de communiquer sur les réseaux sociaux que de communiquer sur un site. Enfin en tout cas... au niveau où j'en suis, je pense que clairement. Donc, j'ai pris la décision de ne plus faire... en fait, de mettre un peu le site en stand-by. Je ferai plus ma pub, je mettrai plus de news sur le site. Donc, entre guillemets, le site est encore... est pas down, il est encore en ligne. Mais je le mettrai pas à jour jusqu'à nouvel ordre, tout simplement parce que ça prend beaucoup de temps, étant donné que ça lag beaucoup sur ce site. En plus, parfois, on écrit des articles entiers, et quand on sauvegarde et qu'on publie, ils n'apparaissent pas sur le site, donc c'est bien chiant. Donc voilà, je pense que je me donne beaucoup de peine pour rien sur ce site, donc je vais plutôt prioriser la pub, entre guillemets, sur les réseaux sociaux, et ça suffira amplement. Et puis, quitte à reprendre le site, un jour où j'aurai vraiment des choses que je peux pas mettre ailleurs et que je veux centraliser avec tout le reste sur ce site. Mais voilà, pour l'heure, je pense que ce n'est pas d'une utilité publique. Donc voilà, le site est officiellement en stand-by, on va dire. Voilou, c'était la dernière chose que j'avais à dire. J'en ai terminé pour ce soir. Ah non, j'ai encore une toute petite chose à vous dire parce que je vous le dis juste parce que ça m'emplit de joie. J'ai acheté des billets pour voir Bowling for Soup et The Dolly Rods en concert. C'est parmi mes deux groupes préférés, donc je suis très excité. Je suis méga content. Bref, voilà. Sur ce, je vais vous laisser sur cette bonne humeur, j'espère communicative. Merci à tous d'être passés, ça m'a fait vraiment plaisir. Merci Fallen Angel d'être passé, merci Princess Claude d'être passé, merci Elyséum, Wakina, Mirani, le noob d'être passé, d'avoir parlé, d'être resté aussi longtemps, d'avoir suivi la lecture. Ça fait extrêmement plaisir. Donc merci à vous tous encore une fois. On se dit bonsoir, bonne nuit, et je vous dis à demain pour... donc demain 21h pour la suite de Et si on découvrait. Ce sera l'épisode 6 sur Wokfu, et on va essayer de trouver le 3e oricalque. Donc voilà, demain Et si on découvrait, après-demain une pause et la rediffusion, et dans 3 jours, la seconde partie d'Emo Zekame de Théophile Gautier. À la prochaine pour une prochaine
lecture ou une prochaine découverte. Bye bye!